bonsoir. Je suis contente et touchée d'être là parce qu'il y a environ une vingtaine d'années, j'étais sans doute à votre place sur les bancs du lycée Montmajour où j'ai fait un bac en sciences économiques et sociales. Après le baccalauréat, j'ai fait des études de sciences politiques à Aix-en-Provence qui ont duré à peu près 3 ans. Après le sciences politiques, j'ai fait une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, une thèse en sociologie, où d'abord j'ai travaillé sur les mobilisations environnementales. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pourquoi des personnes se mobilisaient pour défendre. Alors j'avais fait un terrain en Grande-Bretagne où il y avait à la fois des mobilisations contre l'exportation des animaux vivants et des mobilisations contre des projets routiers avec des gens qui allaient s'enchaîner à des arbres, se menotter à des glissières d'autoroute pour empêcher des développements routiers. Et ça m'intéressait de comprendre qu'est-ce qui motive ces gens, comment ils s'organisent. Ça, c'est vraiment le travail que j'ai mené dans un premier temps, un travail de sociologie qui travaillait véritablement sur les aspects sociologiques. Sauf que, m'intéressant aux problématiques écologiques et aux problèmes de pollution, je me suis rendu compte qu'il fallait que je comprenne des choses en chimie, que je comprenne des choses en écologie. Et mon horizon s'est complètement ouvert à ce moment-là, durant ma thèse. Donc j'ai fait une thèse dans une école d'ingénieurs, en fait, à l'école des mines de Paris. Et j'ai complètement changé, fait une transition d'une sociologie concentrée sur le social à une sociologie ouverte à l'interdisciplinarité en redécouvrant ces disciplines à côté desquelles j'étais complètement passée dans mon parcours. J'ai été recrutée en 2007 à l'INRAE de Montpellier. Là, j'ai développé un projet de recherche qui porte à la fois sur la perception des pollutions et des dégradations du fleuve, sur la qualité de l'eau et aussi sur les expériences riveraines. Donc, je suis un peu comme Anne Honegger, je travaille plutôt avec des riverains, des habitants, pour comprendre comment ils vivent les problèmes de pollution. Donc mon travail, ça a été de comprendre, après avoir travaillé avec des pêcheurs, de comprendre comment les habitants, les riverains de ces fleuves, les consommateurs de poissons, les pêcheurs ou simplement les promeneurs, comprenaient ces problèmes de pollution. Comment ils leur donnaient du sens et comment ils se mobilisaient ou comment aussi ils pouvaient devenir eux-mêmes des contributeurs nouveaux de savoir sur ces questions-là. Dans mon postdoctorat, par exemple, j'ai fait une ethnographie de laboratoire. Je suis allée à Bordeaux et je suis allée observer des écotoxicologues comme des anthropologues iraient observer des givarots en Amazonie pour essayer de comprendre comment, dans leur laboratoire, avec leurs pipettes, leurs chromatographes, ils travaillent et ils produisent de la donnée. Et parallèlement, je me suis demandé, mais les gens aussi, comment ils produisent de la donnée, les profanes, les gens dans les associations, comment ils font? Alors c'est plus compliqué. Des fois, ils n'ont pas d'argent pour faire des mesures, et des fois, ils lancent ce qu'on appelle aujourd'hui des expérimentations de sciences citoyennes. Ils reçoivent des financements et ils arrivent à conduire des recherches. Et c'est ça qui m'intéresse, à la fois comment les savoirs scientifiques, ils sont aujourd'hui très spécialisés et en même temps, ils sont obligés de s'ouvrir à d'autres pratiques, d'autres propositions qui émanent de la société civile. Il y a plusieurs types de méthodes. On peut travailler sur des archives, des documents. On peut faire de l'observation, aller voir comment des pratiques différentes se mettent en place. Donc les entretiens, on voit un petit peu moins de monde, mais on va vraiment dans le fond. Et les questionnaires, il faut en faire beaucoup, avec des questions fermées pour pouvoir faire quantifier. En fait, il y a combien de personnes qui pensent que... voilà, c'est à peu près le type de méthode qu'on emploie. Et quand on a des résultats, on fait des rapports, des articles, des conférences pour les présenter. Les PCB, c'est des vieilles substances qu'on a utilisées pendant longtemps comme des produits un petit peu miracles. Et
Après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait partout dans l'environnement. On en mettait dans nos systèmes électriques, mais on en retrouvait dans les poissons. Et c'est des substances qui sont très persistantes. Quand on s'est aperçu de ça, on les a interdits. Malgré tout, elles sont dans les sédiments, les poissons, et puis nous, forcément, on en a aussi dans nos corps. Les pêcheurs ont fait que cette alerte, cette fois-ci, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. On a interdit la pêche sur le Rhône, et ça a créé une sorte de scandale. Donc qu'est-ce qu'a fait l'État sous la pression sociale et médiatique? C'est qu'il a mis un certain nombre de financements à disposition. Et il y a eu beaucoup d'études. Un des avantages de cette crise PCB, c'est que du coup, les chercheurs, ils ont eu le moyen de travailler, ils ont commencé à faire des mesures. Et quand on a commencé à chercher, on s'est dit, on s'est rendu compte que des PCB, il n'y en avait pas que dans le Rhône, il y en avait dans tous les cours d'eau de France. Sur le Rhône aussi, il y a toutes ces structures dont vous avez eu la présentation, avec des chercheurs qui travaillent entre eux, qui se connaissent. Donc l'information, elle a circulé. Et moi, comme sociologue, c'est ce qui m'a intéressé, de voir comment ça circulait et comment, du coup, l'État était forcé d'inventer de nouvelles manières de gérer en invitant les associations à la table des décisions pour dire on cherche quoi, on mesure quoi, on interdit, on lève les interdictions. Et ces crises-là, ces situations de crise-là, elles produisent des transformations sociales et politiques que nous, sociologues, on peut étudier. Il y a beaucoup de travaux, de recherches qui ont été lancés pour comprendre, pour savoir. Donc ça, oui, ça a été fait. Après, si vous êtes riziculteur en Camargue, vous avez besoin d'eau, il faut la trouver quelque part, donc vous allez continuer. Donc ils n'ont pas changé leur pratique, et heureusement, les résultats étaient plutôt rassurants à ce niveau-là. Il n'y a pas d'impact sur les céréales. Par contre, sur les milieux aquatiques, les poissons, il peut y avoir un impact. Il y a des expérimentations aux États-Unis pour colmater. On a mis des couches d'argile pour essayer de... En fait, s'ils sont là et qu'ils sont enterrés, les PCB qui ne bougent pas, c'est un moindre mal. Mais on n'a pas de vraie solution. Quand la pollution est là, c'est très compliqué on ne la fait pas disparaître, quoi. On peut mettre la poussière sous le tapis, mais elle est toujours là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il y a il y a de la recherche aussi à mener sur comment on peut dépolluer. Il y a des collègues chercheurs qui travaillent sur des plantes, sur des bactéries qui peuvent détruire certaines molécules, mais on en est au balbutiement. On a besoin de la jeune génération, là, des forces vives pour imaginer des nouveaux procédés scientifiques, industriels pour dépolluer. Autre vesper bleibe keine Vision. Approcha une fringaire au fugitie.